L'échiquier international, soyez les bienvenus. Le génocide à Gaza ou encore le conflit russo-ukrainien ont exalté le fameux choc des civilisations et depuis environ 9 mois, le suivisme des puissances occidentales derrière l'entité sioniste ravive des tensions. Et si justement le choc des civilisations est surtout un mythe, or parfois, à trop en vouloir donner de la substance ou une forme à ces mythes, on les transforme en des mythes autoréalisateurs. C'est en tout cas le va-tout de Netanyahou qui présente l'entité sioniste dans sa confrontation à Gaza comme étant l'avant-garde de la civilisation occidentale au Moyen-Orient. Le choc des civilisations est un mythe, encore une fois, quoique il en subsiste un des chocs de civilisation, à savoir celui entre deux projets. D'un côté, l'hégémonie américano-otano-sioniste, on va le dire comme ça, et d'un autre côté, le monde multipolaire basé sur le droit international, c'est-à-dire un droit basé sur des principes juridiques qui s'appliqueraient à tous et à tout le monde. Donc quel droit international après Gaza justement? Thématique de notre émission du jour, début des échanges dans une poignée de secondes. Et on le disait, entre l'entité sioniste et le droit international, voici la réelle confrontation, voici finalement la division peut-être du monde, en tout cas on va en parler. Et justement, j'accueille pour en parler un juriste, mais pas que, il est aussi analyste politique, auteur, Jean-Maxime Corneille, bonsoir. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. C'est un plaisir. Alors peut-être, Jean-Maxime Corneille, en guise d'introduction, de questions, sous forme de questions, puisque vous êtes juriste également, en théorie, donc, le droit est au service de la justice. Et la justice ne peut être fondée que sur la recherche sincère de la vérité. Ou, oui, d'un semblant de vérité, en tout cas de la vérité. On tend vers la vérité. Et inversement, la loi du plus fort s'impose par le mensonge et par la barbarie. Concernant Gaza, c'est aussi, on peut le dire, c'est aussi une confrontation entre ces deux notions du droit, le droit international d'un côté, et puis le droit, c'est même pas du droit, et le mensonge. C'est une vraie question, vous mettez directement les pieds dans le plat, on est vraiment dans le sujet, et on est surtout dans le sujet tel qu'il a été oublié par les Occidentaux et notamment les Français. Je m'explique. En 1936, la véritable vieille diplomatie française, avec le comte de Saint-Aulaire, disait dans Genève contre la paix, il diagnostiquait à l'époque l'émergence d'une fausse diplomatie qui était en réalité le mondialisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, on va dire la marque de fabrique du mondialisme aujourd'hui, c'est-à-dire un faux droit international en réalité contrefait, qui multipliait les illégalités et surtout qui commençait à être élaboré dans l'ombre, en l'occurrence de la SDN à l'époque, et ceci n'était pas connu. C'est-à-dire qu'il y avait la superposition d'une sorte de finance anglo-américaine à l'époque qui élaborait dans l'ombre, qui finançait des diplomates, des soi-disant diplomates qui élaboraient des consensus dans le dos des véritables diplomates. Et cela était totalement opaque. C'est-à-dire que la vieille diplomatie a été violée dès ces années-là. Et les Occidentaux ne le savent pas aujourd'hui. Mais ce que représente aujourd'hui l'Occident, tel que détourné globalement par la finance internationaliste, c'est l'inverse du droit international tel qu'il s'est en effet créé. Et vous faites bien de rappeler les bases normalement du droit. On nous apprend en fac de droit que le droit procède avant la justice. Au-delà de la justice, il y a la morale. Et la morale est d'origine religieuse. C'est-à-dire que les Occidentaux oublient qu'on nous a fait oublier la religion, on nous a fait oublier le sens de la religion pour pouvoir nous faire accepter des choses inacceptables. Et aujourd'hui, la France se retrouve à devoir, par injonction pseudo-morale, qui est en fait une fraude, une escroquerie intellectuelle, la France se retrouve à devoir soutenir quelque chose qui est insoutenable, qui n'est pas correct, qui est absolument insoutenable du point de vue du droit. Alors on va en parler. Normalement, on les fait, le droit vient de la morale, le droit est basé sur une idée de justice. Voilà, on a essayé de poser les notions en guise d'introduction. Solzhenitsyn dira par exemple que la violence trouve son seul refuge dans le mensonge, et le mensonge est son seul soutien dans la violence. C'est Solzhenitsyn qui avait prononcé cette formule en 1974. Alors vous, le juriste,
constate le juriste concernant la situation à Gaza. Le génocide, je sais que le génocide, les juristes, pour les juristes, le génocide est constaté après coup. On parle surtout d'intention génocidaire. Mais comment vous, directement, vous qualifieriez la situation à Gaza? Alors, pas forcément seulement après coup. C'est comme une préméditation en matière juridique. La différence entre un meurtre et un assassinat, c'est une préméditation. Si la préméditation est reconnue dès avant, évidemment, on constatera après coup que ça sera un assassinat, mais on a suffisamment d'éléments avant. Si quelqu'un, par exemple, dit sur un réseau social j'ai envie de tuer machin, et qu'il accumule telle arme ou telle, etc., il y aura présomption d'une intentionnalité, d'une façon ou d'une autre. Par analogie, il est absolument clair que fondamentalement, ce qu'il se passe aujourd'hui à Gaza, il y a deux choses. Clairement, une épuration ethnique qui est absolument voulue, caractérisée, qui est absolument incontestable, mais il y a aussi clairement, si l'on se fie aux déclarations des uns et des autres, il y a clairement une intention génocidaire qui est absolument caractérisée, mais le problème, c'est le fond d'une partie du judaïsme en tant que suprémacisme intenable. Et c'est ce que je dis aujourd'hui, c'est que Israël ne se rend pas compte aujourd'hui qu'il est en train de reproduire l'histoire antique, c'est-à-dire l'histoire de la Judée romaine, et que le drame du judaïsme est toujours que les fanatiques ont toujours massacré les non-fanatiques. C'est un système irréformable et c'est bien la raison pour laquelle le christianisme puis l'islam ont été créés en tant que deux réformes du judaïsme à deux moments différents de l'histoire. Mais dès lors que vous avez une religion une pseudo-religion qui prétend qu'il y ait une asymétrie entre les humains et que des réformistes de cette religion, en l'occurrence Hillel à l'époque antique, voulaient instaurer ce que l'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fît. Si ces réformistes-là, qui voudraient cette règle d'or au sein du judaïsme, sont systématiquement massacrés ou évincés dans l'histoire du judaïsme, c'est qu'il y a un véritable problème dans le judaïsme, et nous le voyons ici avec la création et avec l'actualité d'Israël, c'est qu'un modèle de société qui prétendrait être un État respectable, ou en tout cas une démocratie, ou bute de toute façon sur cet écueil, voulant que dès lors que vous faites une asymétrie entre les humains, vous ne pouvez en rien prétendre à tous les canons du droit constitutionnel ou du droit international aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire que si vous voulez vous faire... Alors justement, on va faire un peu aussi d'histoire, on va parler de droit et de religion. Vous faites bien d'indiquer le lien entre le droit et la religion. D'ailleurs, c'était une seule et même chose dans l'Antiquité. Alors il y a un chiffre qui défie justement le droit international et cela concerne les enfants. 640 enfants palestiniens seraient emprisonnés depuis 9 mois. Mais parlons encore un peu de droit international. Ce droit international est marginalisé, vous l'avez bien expliqué, marginalisé par la loi du plus fort. Et si on doit placer un curseur de cette marginalisation, on pourrait le placer peut-être lors des événements du 11 septembre, où on a vu arriver après coup à Washington des néoconservateurs qui ont voulu imposer leurs règles, c'est-à-dire la loi du plus fort. D'ailleurs, c'était des néoconservateurs qui sont soit sionistes, soit des crypto-sionistes, qui sont drapés donc sous les drapeaux de la bannière étoilée pour entraîner les États-Unis dans des guerres hybrides au profit de l'entité sioniste. On a l'impression, Jean-Maxime, qu'on n'est pas encore tout à fait sorti de ce schéma malgré la présidence de Biden, malgré la présidence d'Obama. On a l'impression qu'on en est toujours là aux États-Unis. C'est au contraire totalement l'inverse, vous avez parfaitement raison, mais c'est bien plus ancien que ce que l'on pourrait croire. Il faut distinguer en effet d'un côté le viol du droit international qui date au moins de la Première Guerre mondiale. Depuis quand, dans le contexte du droit international, des véritables canons de Westphalie, c'est-à-dire le vrai droit international, que la France a été l'un des pays les plus moteurs à monter pour promouvoir le vrai droit international, il y avait le droit de faire la guerre, mais l'interdiction d'alimenter cette guerre. Ça veut dire que la Première Guerre mondiale, s'il n'y avait pas eu Wall Street derrière et la City, elle n'aurait duré que 6 mois, 1 an maximum. Rien que ça, c'était un viol caractérisé du droit international. L'impérialisme anglais, puis anglo-américain, puis anglo-américano-israélien, devenu le mondialisme qui s'est déployé à partir des attentats du 11 septembre 2001, a été globalement bâti sur le viol de toutes les façons possibles du droit international. Il y aurait, on pourrait en dire, à l'occasion de chaque guerre qui fut menée par ces impérialismes successifs, surtout anglais puis anglo-américains, il y aurait à chaque fois des choses à redire, il y aurait à chaque fois un viol total du droit international. Les Occidentaux ne se sont pas aperçus qu'en leur nom, le droit international avait été largement violé.
Et d'ailleurs, la France a été le pays qui, on l'oublie aujourd'hui, mais avant d'être retourné à partir de 2007, la France a été le pays qui a lancé la charge contre la version officielle des attentats du 11 septembre 2001. Et ça, c'est quelque chose qui n'est peu connu, qui a été d'ailleurs récemment révélé par Thierry Meyssan, mais les initiés le savaient avant. C'est-à-dire que c'était le renseignement et la diplomatie française qui avaient alimenté cette contre-version officielle du 11 septembre 2001, grâce également au relais des Émirats arabes unis. Et encore une fois, même si la France est aujourd'hui largement soumise, et c'est un drame absolu pour l'histoire de mon pays, notamment depuis la guerre de Libye en 2011, il ne faut pas oublier que la France, justement, a été détruite parce que la France était le pays qui gênait le déploiement de cet impérialisme. Alors, vous avez voulu remonter à l'histoire ancienne. Moi, je voulais parler d'histoire aussi contemporaine, c'est-à-dire les coups d'État des néoconservateurs. On pourrait parler aussi de l'assassinat de Kennedy, par exemple. Ça ouvre le champ à ces nouveaux géopoliticiens ou un pragmatisme nouveau qui vient s'installer à Washington. On peut aussi parler de la France. Vous faites bien de dire qu'il y a eu un espèce de retournement de l'histoire et la France a été peut-être, vous le dites, détruite, mais en tout cas complètement écornée. Le général de Gaulle lui-même, et sa célèbre phrase, vous savez, le peuple sûr de lui-même est dominateur. On le rappelle, en 69, le général de Gaulle décide de placer un embargo sur les armes sionistes. Il recevra des imprécations. Le philosophe juif Aaron dira que le général a des relents antisémites. Il sera d'ailleurs la cible de plusieurs pressions. On ne sait pas exactement d'où, mais en tout cas, il le dit, lui, le général de Gaulle dira « Il est remarquable, il a été remarqué que des influences israéliennes se font sentir dans les milieux proches de l'information. » Comme qui dirait l'autre, c'était aussi ça de Gaulle, mais on n'en parle pas. Alors, de qui parlait-il exactement, vous qui connaissez aussi les réseaux? Alors, c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème du gaullisme qui a rajouté des schizophrénies à l'histoire de France. Et la question, c'est qui était derrière De Gaulle? Et c'est également lié à la façon dont ont été détruites les relations entre la France et l'Algérie, pour une triple raison anglo-américano-israélienne. Et De Gaulle lui-même, par un mélange d'orgueil et de revanche personnelle ou de mauvaise lecture de la situation, même s'il avait compris l'aspect qui allait gagner la Seconde Guerre mondiale, il a rajouté des schizophrénies terribles dans l'histoire de France et il a nommé des gens qui ont été très dommageables pour ce qui était à l'époque l'empire colonial français, mais qui avant tout les choses auraient dû se passer différemment. Et si les choses se sont passées aussi mal entre la France et l'Algérie, c'est qu'il y avait clairement une intention anglo-américaine de nature pétrolière, personne ne voulait d'une zone pétrolière indépendante des cartels anglo-américains, et également une intention israélienne qui est davantage documentée pour le Maroc, notamment par un juif marocain qui l'a écrit dans le Cri de l'arbre, mais Israël rêvait de faire peupler Israël grâce aux juifs d'Afrique du Nord. C'est la raison pour laquelle des troubles maximum ont été créés et que beaucoup de gaffes absolument délibérées et anormales ont été faites pour séparer le plus durement possible la France de l'Algérie. Et nous en subissons encore les conséquences aujourd'hui, c'est bien triste. Mais c'est vrai que quand on voit ce qu'il s'est passé derrière De Gaulle a été très naïf face aux réseaux qui l'ont promu de façon à lui faire casser l'armée et le renseignement français. Et c'est une drôle d'histoire parce que plus tard, l'Algérie a dû faire face aux mêmes intérêts coalisés contre l'Algérie dès après l'éviction de la France. Une vague de corruption, puis Boumedienne qui a fait ce qu'il fallait faire pour tenter de préserver l'Algérie. Mais on sait comment a terminé Boumedienne. Puis après, ça a été l'organisation du lent pourrissement artificiel de l'Algérie pour faire passer des djihadistes dont on sait parfaitement, et la France fut le premier pays à le dénoncer en 1930, le djihadisme a été artificiellement créé historiquement par les Britanniques, l'impérialisme britannique, puis l'impérialisme anglo-américain, et aujourd'hui, quand on voit les dessous de ce qu'il s'est passé justement, nous savons très bien, c'est documenté aujourd'hui par les juifs les plus honnêtes, mais Israël a toujours eu peur des nationalistes palestiniens lettrés, et c'est bien la raison pour laquelle, en reprenant ce qu'avaient fait les Britanniques, le djihadisme a été artificiellement favorisé pour discréditer la cause palestinienne. Sauf qu'aujourd'hui, avec les BRICS derrière, le Hamas s'est divisé en deux, c'est Thierry Meyssan qu'en a parlé à juste titre, et nous avons aujourd'hui une évolution du rapport de force qui confronte Israël dans le sens exact du caractère impraticable de son modèle de société. Mais pour l'aspect français et par rapport à De Gaulle, c'est une grosse faille du gaullisme, en effet, que Charles de Gaulle n'a compris que trop tard, après la guerre des 6 jours, et également début 69, quand De Gaulle a voulu dire
que si Israël continuait de mener des incursions et de lorgner sur le Liban, la France allait renouer avec son ancien rôle de protecteur du Liban contre Israël. C'est ce que Jacques Chirac avait d'ailleurs fait avant 2007. Mais entre-temps, vous avez utilisé le bon mot. La France a été retournée diplomatiquement à partir de 2007. Alors très bien, revenons justement au droit, très intéressant ce que nous racontez, mais revenons un peu au droit. Et vous parliez tout à l'heure, vous faisiez pas le distinguo, mais en tout cas vous disiez que le droit et la religion dans les temps anciens étaient une seule et même chose. D'ailleurs les deux concepts se confondent finalement. Le droit romain, comme toute civilisation romaine, est fondé sur la raison grecque, c'est-à-dire la conviction que l'homme peut accéder à la vérité et donc à la justice par la raison. Cette faculté d'origine divine d'ailleurs est donnée à tous les hommes sans exception. C'est aussi le but de la philosophie grecque ou de la logique grecque qui permet de distinguer le vrai du faux, le vrai du mensonge. Mais avec le sionisme, on voit qu'on vise à supplanter ce droit romain en mettant à la place un droit tribal où le sionisme serait en haut de la pyramide. C'est pour cela que l'entité sioniste, d'ailleurs, je fais peut-être un raccourci rapide, mais vous affinerez ensuite votre réponse. C'est pour cela aussi que l'entité sioniste méprise le droit international. C'est aussi cette guerre contre le droit grec qui est en jeu. Avant même le droit grec, derrière le droit romain, il y avait en effet la philosophie grecque dans le syncrétisme qui s'est passé avec la fusion globalement des civilisations gréco-romaines. Par contre, derrière la Grèce, il y avait quoi? Il y avait l'Égypte, la vraie et puissante spiritualité égyptienne, que quelque part le Coran n'a fait que répéter, c'est-à-dire le véritable monothéisme bien compris. Ce que nous connaissons de l'Égypte est la fin de l'Égypte, la partie décadente de l'Égypte. Mais l'Égypte n'a jamais été monothéiste pour ceux qui comprennent vraiment le sujet. C'est aussi la raison pour laquelle l'islam a pu facilement conquérir l'Afrique du Nord, parce qu'à Alexandrie, au moment de la naissance de l'islam, il y avait en réalité des fanatiques juifs et des fanatiques chrétiens qui globalement entrés en concurrence, mais d'une façon extrêmement malsaine et c'est peu comprise. Alors que quand les musulmans sont arrivés, ils ont rappelé que non, le Dieu unique, c'est plus simple que ça. Relaxez-vous les gars, c'est plus simple. Et c'est la raison pour laquelle, au contraire de ce que l'on pourrait dire que l'islam a toujours conquis par la violence, en réalité, le Coran ne faisait que rappeler un très ancien message universel, par opposition, je disais tout à l'heure que c'était comme une réforme de la partie la plus fanatique du judaïsme, qui provenait de après les guerres judéo-romaines en fait. On apprend chez les historiens juifs eux-mêmes que les pires fanatiques s'étaient réfugiés à Médine, là où justement le prophète Mohammed l'avait rencontré, enfin avait eu un maille à partir avec une version tout à fait fanatisée du judaïsme, et ce fut en réaction la naissance de l'islam comme remise à niveau des enseignements spirituels de l'époque. Ça, c'est une façon d'apprendre l'histoire qui ne nous est pas apprise. Mais donc, quand nous devons nous rappeler que le droit, en fait, sur la Rome antique, c'est surtout le modèle impérial romain qui était attractif. S'il n'aurait pas tenu 800 ans, s'il n'avait pas été attractif, justement parce que basé sur un droit, basé sur une idée de justice, basé sur une idée de justice entre les hommes, donc vous savez, par exemple, la prévarication dans le droit romain, tout était connecté à un impératif divin d'agir droitement dans le monde des humains. C'est-à-dire qu'il y a une religion derrière. Il y a un livre à conseiller dans ce que vous êtes en train de raconter qui s'appelle La Cité d'Isis, et on revient encore plus loin, l'historien revient encore plus loin, qui est Pierre Loti, qui revient encore plus loin, et revient au bassin mésopotamo-palestinien. D'ailleurs, il dit que la Palestine était le berceau spirituel et les berceaux du haut enseignement de la gnose qui ensuite s'est diffusé en Égypte. Enfin, c'est une autre histoire, ne rentrons pas dans ce sujet-là parce qu'il nous éloignerait de notre sujet qui est le droit tribal. Le droit tribal contre le droit romain, on a remonté à l'histoire récente. Ce droit tribal, personne peut-être ne l'a mieux exprimé que le terroriste et futur dirigeant sioniste Yitzhak Shamir qui déclarait en 1943 nous avons devant nous le commandement de la Torah dont la moralité surpasse celle de tout autre corps des lois dans le monde. Vous les effacerez jusqu'au dernier homme. C'est le même d'ailleurs Shamir, rappelons-le, qui a ordonné l'assassinat du diplomate suédois Folke Bernadotte, qui avait sauvé des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, on le rappelle. Folke Bernadotte, qui était médiateur de l'ONU en 1948, on le voit, c'est un exemple, mais qui en dit beaucoup. L'entité sioniste, c'est vrai hier, comme c'est vrai aujourd'hui, à Gaza, non seulement méprise, mais assassine le droit international. Et rappelons également qu'un agent du renseignement français avait aussi été assassiné à cette occasion-là. C'est encore une fois un vrai sujet. C'est-à-dire que le viol du droit et surtout l'oubli
sur un fondement pseudo-divin, l'oubli de ce qu'il y a au-dessus du droit, c'est-à-dire que le droit lui-même n'est que l'émanation d'une justice divine qui ne peut pas s'apparenter à un génocide des uns par les autres. C'est-à-dire que là, il y a un véritable problème au sein du judaïsme qui n'a jamais été réformé correctement et qui, au final, vit toujours la même logique. C'est-à-dire que ce droit tribal, qui est basé sur un suprémacisme intenable, donne toujours les mêmes fruits. Un État qui s'autodétruit sur lui-même parce qu'au sein même de l'État d'Israël, des prises de conscience sont créées par les abus justement de l'État d'Israël, mais par les abus avant tout du cléricalisme juif derrière l'État d'Israël. Et c'est en ce sens que ce n'est pas tant Israël qui est le problème aujourd'hui, c'est un cléricalisme fanatique qui pousse Israël à des décisions qui sont intenables et qui façonne une politique, en l'occurrence le révisionnisme sioniste, qui aboutira, si Israël persiste sur cette même trajectoire, qui aboutira à l'autodestruction d'Israël, de la même manière que la Judée romaine s'était autodétruite. Nous parlons là encore réellement de la même chose qui se reproduit deux fois, telle une farce ou telle une tragédie. Mais le problème reste que il y a une méconnaissance du sens de l'État. L'État, normalement, c'est la structure de protection du peuple. C'est la structure de protection du peuple, sauf quand il est détourné par des gens qui veulent au contraire que l'État persécute le peuple, ce qui est anormal. Mais dès lors que vous avez un État qui prétend faire une hiérarchie entre deux morceaux de population sur des fondements qui ne soient pas légitimes, c'est intenable. Alors on arrive à la fin, malheureusement, Jean-Maxime Corneille. Dernière question, j'espère qu'on a démontré un peu que le droit international en théorie c'était la quête de la justice et de la vérité, entre guillemets, et puis l'entité sioniste, c'était, il faut le dire, quand on étudie l'histoire, c'est le mensonge, le pouvoir du mensonge, le pouvoir de l'hypocrisie, le chantage, l'intimidation. On l'a vu avec Karim Khan, par exemple, le procureur de la CPI. Et entre les deux notions, c'est-à-dire la quête de justice et le mensonge, il n'y a pas de compromission possible. Les dirigeants occidentaux, on le voit, semblent avoir choisi l'option sioniste du droit, c'est-à-dire cette option tronquée. C'est inquiétant pour l'avenir, Jean-Maxime Corneille. On ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est un vrai problème et ça en dit long sur le pouvoir en Occident. Et on ne dîne jamais avec le diable avec une longue cuillère, dit-on. C'est ça. On est de toute façon mis en échec de cette façon-là, mais il vous faut comprendre la façon dont les élites sont sélectionnées en Occident. C'est-à-dire que dès le lycée, dès le collège, dès le lycée, les opinions interdites sont filtrées. Et tout l'art de la subversion est de contrôler les manuels scolaires et de contrôler la vérité. Ce qui est important, c'est pas la vérité, c'est le contrôle de l'information. C'est d'ailleurs un système de contrôle social qui remonte qu'on pourrait faire remonter à la décadence égyptienne comme ayant été la naissance plus tard du judaïsme, mais le contrôle de l'information est vraiment ce qui caractérise aujourd'hui l'Occident, avec une sélection par la docilité qui aboutit à ce que, par le jeu des financements, les politiciens occidentaux n'aient plus de courage. C'est ce qu'avait dit Solzhenitsyn en 1978. Merci Jean-Maxime Corneille, merci d'avoir été des nôtres. Merci pour cet entretien intéressant. Vous avez nourri l'échange de manière qui intéressera les téléspectateurs, j'en suis sûr. Alors, juriste, analyste politique, je le rappelle, et je vous dis à bientôt et encore merci. L'échiquier international arrive à sa fin. Tout de suite, la suite des programmes sur Al24 News. Et quant à moi, je vous dis à vendredi. Bonne soirée.